Bonjour. Alors, nous allons commencer cette conférence dans un beau lieu, dans un bel endroit. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger. Je viens du Canada, d'où mon accent. Je vais essayer de parler lentement, mais je parle très vite en général. Donc, faites-moi signe si jamais vous comprenez pas très bien ce que je dis avec l'accent. Des fois, ça peut jouer. Ça devrait aller quand même. Ça fait quand même 10 ans que je viens ici en France, donc je devrais être capable de trouver moyen de communiquer avec vous. Donc, moi, ce que j'ai comme conférence aujourd'hui, c'est découvrir les 7 grandes familles humaines de la pleine conscience intuitive. D'abord, je vais peut-être vous présenter un peu mon cheminement, puis ensuite, on va aborder le sujet d'une façon plus vivante, plus active. Donc, moi, j'ai commencé à 25 ans passés, je ne sais plus exactement le nombre d'années, je ne les compte plus. Avec l'âge, on n'ose peut-être plus les compter, je ne sais pas. Mais j'ai commencé avec un guérisseur. Je suivais une formation en psychothérapie corporelle et j'ai rencontré une amie à moi qui m'a dit je fais venir un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain, qui est en Italie maintenant. Et j'ai donc suivi, merci, j'ai donc suivi finalement cette démarche-là, sans trop savoir dans quoi je me situais ou qu'est-ce que j'allais expérimenter. Parce que elle m'avait rien dit, elle m'avait juste dit je crois que tu vas aimer ça. Et moi j'y faisais confiance, j'étais naïf à l'époque, j'étais jeune et j'ai donc été visiter ce guérisseur-là. Je suis tombé en amour avec non pas le guérisseur, mais avec l'enseignement qui m'était donné, parce que c'était un enseignement que je trouvais qui était facile pour moi, c'était vraiment comme si c'était naturel, donc j'avais pas de difficulté. Je l'ai donc suivi pendant 3 ans, ce guérisseur-là, et ce que j'ai constaté, c'est que moi j'avais une facilité, mais je comprenais pas ce que je faisais. Donc, j'avais capacité de lire chez les gens leur champ d'énergie, mais je ne sais pas comment ça fonctionnait. C'était comme instinctif. Ça se faisait naturellement. Par contre, il y avait plein de gens autour de moi qui suivaient le même enseignement et qui n'arrivaient à rien, qui ne développaient rien. Alors, après les 3 années, je me suis rendu compte que moi, je ne savais pas ce que je faisais et qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui n'arrivaient pas à développer leur habileté malgré qu'ils avaient suivi le même cursus que moi. Alors, je me suis dit, soit que je suis tombé dans la potion magique étant jeune, j'ai toujours ce sentiment-là d'ailleurs. Ou bien, quelque part, il y avait quelque chose qui s'enseigne. Et moi, ce que j'ai choisi de prendre comme avenue, comme croire, c'est qu'il était possible donc de développer les habiletés intuitives, mais il fallait comprendre comment ça fonctionnait. Donc, je me suis retiré après ces 3 années de formation. J'ai comme voulu finalement faire une recherche de comprendre comment ça fonctionnait et ça m'a amené vers l'écoute imaginaire, qui est l'approche que j'ai développée. Cette approche-là, finalement, on va dire l'écoute imaginaire, ça vient faire quoi avec la clairvoyance, la médiumnité, toutes les formes d'habileté intuitive? Ben, en fait, on pourrait dire que l'intuition se développe avec le troisième œil. Bon, ça fait chic dans un salon de dire que mon troisième œil est ouvert, mais ça ne dit pas grand-chose comment ça fonctionne. Si par contre je vous dis que c'est l'imaginaire qui permet de voyager en soi ou vers un partenaire puis de développer les habiletés intuitives, déjà, chacun d'entre nous avons ce support, ce véhicule imaginaire-là à l'intérieur de soi-même. Et ce véhicule-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Mais il permet de voyager en moi. Par exemple, je peux très bien, par mon imaginaire, voyager vers mon genou. Et en voyageant vers mon genou, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis attentif, il va y avoir des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Alors, il est bien possible que je dise ah, c'est mon imagination. Hein, c'est pas vrai, c'est pas réel ce qui se passe. Mais si j'y fais confiance et que je prends le temps d'interagir avec ces perceptions imaginaires-là, il risque d'avoir un échange d'informations qui va circuler. C'est un peu comme si ces perceptions imaginaires-là étaient dotées d'une sagesse et d'une intelligence, mais qu'on n'avait pas appris, nous, à faire confiance à ça. On n'y croyait pas, parce qu'il faut bien comprendre que quand on commence à accepter l'idée que ces perceptions imaginaires sont capables de nous transmettre des réponses, on est en train d'ouvrir la porte du Seigneur, du bon Dieu, hein, du royaume des cieux. Alléluia. Dans ce sens qu'on est en train d'accéder dans le monde imaginaire avec un univers qu'on appelle dans la physique quantique l'univers super lumineux. Hein, Régis Duteil, qui est un Français, qui a bien mis en évidence cette terminologie-là, qui dit, lui, que nous, on est capable de voir objectivement la réalité terrestre, et il y aurait donc une réalité qui serait parallèle à cette réalité terrestre-là et qui ne serait pas visible à l'œil nu parce que les particules de cet univers-là vont plus vite que la lumière. Donc, on n'est pas capable de l'observer. Ça veut donc dire que si on était capable d'observer cette réalité-là, on pourrait constater qu'il y a une genre d'orgie présentement qui a lieu dans la salle ici, puisqu'il y a plein d'échanges énergétiques plus ou moins scabreux, non, là je blague, qui se manifestent. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se passent dans la collectivité ici, parce que justement, sans qu'on s'en rende compte, nous émettons quelque chose, et les gens autour de soi émettons aussi quelque chose, et finalement,
On est tous reliés en quelque sorte, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors, quand on commence à accepter cette idée-là, ben, on peut concevoir que dans le monde imaginaire, on peut pénétrer dans cet univers-là et commencer à devenir conscient de ces échanges-là. Tout ça se fait dans le monde imaginaire, sauf que la distinction entre le monde imaginaire que l'on entend et ce monde-là, c'est que on accepte l'idée que cet univers-là, c'est vraiment un univers qui va se déployer comme s'il avait une sagesse, comme s'il avait un pouvoir, une force, une puissance, une intelligence, et que si on lui donne le droit d'exister, c'est lui qui va nous montrer justement ses règles et ses lois. Alors souvent, ce qu'on fait avec notre imaginaire, c'est qu'on se dit, j'imagine des choses. Je crée, hein, je suis identifié à mon imaginaire. Dans le processus intuitif, ce qu'on doit apprendre à faire, c'est d'être un témoin. Le témoin, c'est que j'observe mon imaginaire. J'observe ce qui se passe en moi. Je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe en moi, dans mon corps. Et en fermant les yeux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais constater qu'il y a des manifestations qui vont se produire en moi. Ça peut être sensitif, ça peut être visuel, ça peut être auditif. Et si je commence à reconnaître que ces perceptions-là sont là, je peux interagir avec elles. Et en interagissant avec elles, je constate qu'il y a un genre de dialogue qui peut s'établir. Vous voyez, alors, c'est tout simple, ce dont je vous parle. Et on est dans un festival qui concerne donc les écoles de la vie, qui touchent vraiment les enfants. Et je pense que ce processus intuitif qui est très simple, il repose vraiment sur les enfants l'ont très bien compris. Nous, en tant qu'adultes, on enseigne à nos enfants de ne pas être finalement en harmonie avec cette compréhension-là, avec cet univers-là finalement. On lui dit non, c'est nous qui avons la connaissance. C'est pas toi, petit enfant. Alors que petit enfant, finalement, qu'est-ce qu'il sait d'une façon instinctive? C'est qu'on est relié à quelque chose de plus grand que soi. Il le sait, lui. Mais nous avons choisi de ne pas lui faire confiance à cet univers-là. Donc, on s'est dit, non, fais confiance, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton éducateur, etc. Et automatiquement, l'enfant va apprendre, donc sans le vouloir, à se fermer à cet univers-là. Donc, c'est un petit peu la présentation que je voulais vous faire. Ça m'a donc amené vers l'écoute imaginaire. Et il y a trois grands volets dans la pratique intuitive. J'aimerais vous dire que l'écoute imaginaire est devenue aujourd'hui la pleine conscience intuitive pour des raisons, toutes sortes de raisons, surtout en fait parce que l'écoute imaginaire, c'est un terme qui est souvent mal compris. Et j'ai pensé, souvent mes étudiants qui suivaient les formations avaient de la difficulté à se sentir à l'aise avec cette terminologie-là. Donc, la pleine conscience intuitive, pour moi, m'apparaissait intéressante. C'est la pleine conscience intuitive. Donc, ça veut donc dire que j'interagis avec les perceptions. Je ne suis pas dans un processus de méditation passive, mais j'interagis avec mon corps pour favoriser donc la communication. Et cette communication, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux le faire sur moi, mais je peux le faire sur un partenaire de la même façon. C'est-à-dire que je peux, par exemple, avec la madame ici qui fait semblant de ne pas me voir, de m'entendre parce qu'elle est en train de nettoyer ses lunettes, de pouvoir interagir avec elle et de constater qu'en interagissant avec elle, avec l'imaginaire toujours, je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont se manifester de cette personne. Et ces perceptions-là, finalement, si je prends le temps d'interagir avec elle, je vais constater qu'il y a un genre de dialogue qui va s'établir de la même façon, comme si son corps était en mesure de me parler. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu bizarre, c'est un peu ésotérique tout ça. Mais la physique quantique commence à mettre en lumière de plus en plus un modèle théorique, et même un modèle, donc pas juste théorique, mais expérimental, qui démontre cette réalité-là. Il y a un physicien qui s'appelle Pop. C'est pas ma faute, hein, c'est vraiment son prénom, c'est Pop, son nom c'est Pop plutôt. Et ce nom-là, ce monsieur-là, finalement, a démontré que la lumière du soleil émettait donc des photons de la lumière, ce qui est tout à fait logique, mais que les cellules du corps absorbaient cette lumière-là et rémettaient de la lumière. Donc, ce physicien-là a constaté qu'il y avait donc une forme de respiration biolumineuse au niveau du corps, et cette respiration biolumineuse nous permet donc de comprendre que qu'est-ce qu'il a fait, lui, comme découverte, c'est qu'il a découvert en quelque sorte ce qu'on appelle l'aura. D'ailleurs, il y avait été un congrès de Grison à Bâle en Suisse, un congrès de guérisseurs, pour justement faire une conférence aux guérisseurs en disant « j'ai découvert l'aura ». Alors évidemment, c'était une boutade qu'il voulait faire auprès d'un congrès de guérisseurs, mais pour simplement dire « j'ai vraiment la preuve scientifique » que ce que vous percevez depuis, que les guérisseurs perçoivent depuis bien bien longtemps, j'ai la preuve scientifique que ça existe véritablement. Donc vous voyez que cet univers-là, quelque part, cette émanation lumineuse, si je me mets en relation avec une personne, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir donc le potentiel santé d'une personne. C'est-à-dire que je vais voir qu'autour de son corps physique, il y a donc de la lumière qui va se répandre. Et selon les endroits où il y a des perturbations, vous avez sans doute compris que la lumière va être moins abondante, ou elle va être plus dense, ou elle va être plus sombre, il va y avoir moins d'énergie qui va être présente, ainsi de suite. Donc ça me permet de pouvoir comprendre effectivement qu'on peut donc évaluer en quelque sorte le potentiel santé d'une personne grâce à la pleine conscience intuitive ou l'écoute imaginaire, puisque ça nous permet donc de nous sensibiliser à cette bioluminescence qui émane des cellules du corps. Et puis, quand on va un petit peu plus loin là-dessus, quand on regarde donc la santé, ça veut dire finalement que moi, si je disais à une personne, par exemple, vous avez un blocage
dans votre bassin. Hein, ça pourrait s'arrêter là. Je dis, bon, j'ai un blocage dans votre bassin. La personne pourrait s'en aller avec le dos un petit peu tourné en se disant, j'ai un blocage dans mon bassin, puis ça va mal, et elle partirait avec le problème avec elle-même. Mais l'idée de la pratique, ce que j'ai constaté, effectivement, c'est qu'il est possible de changer l'état dans l'immédiat. Et qu'en changeant cet état-là, qu'est-ce qu'on donne au corps? La possibilité de nous parler, de nous dire. Par exemple, si je prends l'exemple de vous, madame, qui est devant moi, tout simplement parce que vous êtes devant moi et je ne fais pas rien de spécial. Si je me mets en relation avec vous et que je constate que vous avez un cœur perturbé, par exemple, ben, je pourrais dire que vous avez le cœur perturbé pour diverses raisons. C'est pas tellement constructif de dire ça parce que vont dire, bon, on a un blocage, une perturbation, etc. Mais quand on commence à comprendre que ce décodage intuitif-là me permet de comprendre la raison d'être du problème, et qu'ensuite on peut interagir avec le problème dans l'immédiat pour lui donner tout ce dont il a besoin pour que justement la perturbation qui apparaît être là peut changer dans l'immédiat. Et que quand ça change, je suis en train de constater que l'énergie qui est en vous est en train de me montrer le chemin de la guérison. Et c'est ce que j'appelle la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que dans la pratique, il y a le décodage intuitif qui consiste donc à lire le champ, à comprendre ce qui anime la personne et les blocages. Et il y a un deuxième volet qui s'appelle la déprogrammation, qui va consister justement à donner au corps ce dont il a besoin pour le transformer, pour l'harmoniser. Ça veut donc dire que quand on regarde une personne au niveau de la santé, on ne va jamais finalement faire des diagnostics, parce que les diagnostics, vous le savez, ça appartient à la médecine. Voilà. Mais au Québec, c'est la même chose. Hein. Je pourrais faire la même chose au Québec et on répondrait la même chose. Donc, la médecine a ce statut-là, mais dans le travail que moi je propose, ce qu'on cherche à faire, c'est de valoriser le potentiel santé de la personne, de quelle façon qu'on peut optimiser la santé de la personne pour la rendre de plus en plus en état d'équilibre et d'harmonie. Ce qui est intéressant parce que on a vraiment une vision positive de la santé à ce moment-là. On cherche donc à aider notre partenaire à promouvoir la santé. Donc, on ne va jamais finalement condamner une personne ou la figer dans un état, mais au contraire, chercher au contraire à l'amener à prendre conscience de ce qui anime son être, c'est quoi son potentiel, c'est quoi son désir de guérison, en fin de compte, qui est là. Alors ça va être un élément important. Et le troisième volet, c'est les soins. Donc, les soins, évidemment, c'est que quand on parle de potentiel santé d'une personne, on va chercher avec nos mains de favoriser une meilleure circulation énergétique dans notre partenaire pour effectivement qu'il y ait une fluidité, une harmonie qui puisse s'installer chez cette personne-là. Et encore là, quand on fait cette action-là, on va le faire en pleine conscience, c'est-à-dire qu'on va observer qu'est-ce qui se passe dans la personne quand on effectue ce soin-là. Donc, vous voyez que le processus intuitif repose sur ces trois volets-là: décodage, déprogrammation et soins, et on revient à la boucle décodage, déprogrammation et soins, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va arriver à enlever des couches chez notre partenaire, ou si on le fait sur soi, évidemment, la même chose. Et ces couches-là, ils vont nous permettre de toucher l'essence fondamentale de l'être. L'essence fondamentale de l'être, c'est l'être humain tout nu. Vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Tout nu dans le sens de l'essence fondamentale, de sa lumière. C'est-à-dire qu'on a enlevé à quelque part tout ce qui était inutile, tout ce qui empêche l'être humain de pouvoir vraiment vivre sa pleine lumière. Donc, on le met tout nu, et puis effectivement, il se sent beaucoup mieux parce qu'en étant dans cette état de nudité, ben, il conçoit quelque part qui il est véritablement. Et c'est ça la beauté de la chose dans cette pratique-là. Donc ça, c'était pour le volet donc, de l'aspect santé. L'autre aspect qui va être observé également, c'est que la physique quantique met en évidence de plus en plus que le cerveau n'est pas là. Il y a un cerveau qui est là physiquement, mais la physique quantique parle du cerveau délocalisé. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas là, il est partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ énergétique que je viens de vous parler, ben, il est animé d'une conscience. Et cette conscience-là, quand je me mets en relation avec, ben, je peux constater que dans cette énergie-là, dans ce rayonnement de la lumière, il y a de l'information qui est dedans. L'information vient d'où? Elle peut venir de blessures de mon enfance, elle peut venir d'événements associés à mes ancêtres, ou encore même d'autres vies, qu'importe. Il peut y avoir plein d'informations qui se trouvent là-dedans. Et c'est intéressant de comprendre effectivement que la physique quantique, encore une fois, commence à admettre cette notion ça nous ramène donner encore plus de valeur à la notion donc, des anciens, de ce que la tradition chamanique percevait, etc. Dans ce cerveau quantique-là, qu'est-ce qu'ils observent, les physiciens? C'est qu'ils pensent que dans le champ énergétique, il y aurait finalement une plein de potentiels. Tous les potentiels qui pourraient exister en nous se retrouvent dans ce champ énergétique-là. Tous les potentiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que j'ai vécu, tout ce que je voudrais vivre se retrouve là. Est-ce que je vais tout vivre ça? Non. Je vais simplement avoir des potentiels. Qu'est-ce qui va faire qu'un potentiel va s'actualiser par rapport à un autre? C'est tout simplement parce que je vais choisir de mettre l'emphase sur un potentiel plutôt qu'un autre. Et ça, c'est par préférence que ça va se manifester. Alors, c'est intéressant, encore une fois, de comprendre ça, parce que ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, je suis habité, donc je suis un corps de chair,
j'ai un rayonnement cellulaire, et dans ce rayonnement cellulaire-là, il y a plein de formations qui se circulent en état de moi-même. C'est plein de personnages, finalement. Ces personnages-là, qui ils sont, ben, ce sont des mémoires qui m'appartiennent et avec lesquelles je suis en résonance et qui font effectivement que je ne suis pas en pleine harmonie avec mon être, parce que ces mémoires-là, souvent, peuvent devenir des valises ou des bagages que je vais devoir traîner avec moi, et qui vont m'empêcher justement de pouvoir être en alignement avec mon être. Parce que ça va être la lourdeur, hein. J'ai traîné des vieilles émotions, des vieilles choses qui ne m'appartiennent plus finalement. Mais je suis tellement identifié à ça, je suis tellement pas capable de comprendre que ces blessures-là sont encore présentes, que j'essaie de dire non, c'est plus là, j'ai réglé ce problème-là, mais finalement c'est encore présent, et c'est comme si ça bouffait un peu de mon énergie. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de l'attraction qui nous enseigne très bien à être humble par rapport à ça, parce qu'il suffit qu'on se lève le matin pour rencontrer des situations, des gens qui vont nous refléter des choses, qui vont nous rappeler quelque part qu'on n'a peut-être pas réglé tout ce qu'on aurait souhaité régler. Donc il y a quelque chose d'humble là-dedans et de beau. L'univers, qu'est-ce qu'elle nous enseigne là-dedans? C'est elle nous dit, rappelle-toi que ton devoir, c'est de t'harmoniser à ton être. Et que tant et son temps que tu t'harmoniseras pas à ton être, nous allons t'envoyer des situations, des résonances qui vont t'obliger de faire un travail sur toi. Donc, quelque chose de beau dans ce travail-là, quand même, que l'univers nous propose. Et ça peut être intéressant, évidemment, de le voir dans cette beauté-là, plutôt que de le voir dans un contexte de souffrance ou de douleur, parce que souvent, c'est là pour nous enseigner des choses qui nous ramènent à quelque part que si on a de la souffrance, c'est parce qu'on n'a pas fait la paix avec certaines facettes de soi. Donc, c'était un petit peu ce que j'avais envie de vous transmettre dans un premier temps. Évidemment, les 7 grandes familles maintenant, d'où est-ce qu'elles viennent? C'est-à-dire que moi, ça fait 25 ans que je pratique. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que l'être humain, bon, évidemment, on est tous différents. Mais on a quand même des tendances. Les tendances qui sont universelles, c'est celles que j'ai essayé de désigner à travers ces 7 familles humaines-là. Alors, vous savez que 7 chakras, donc les 7 familles, évidemment, reposent sur cette notion de chakra. Et dans ce sens-là, ce que j'ai voulu faire, moi, c'était finalement de présenter un modèle qui permettait de développer les perceptions intuitives plus facilement dans l'enseignement. C'est un peu ça l'idée de ça. Alors, je vais vous les présenter pour qu'on puisse effectivement vous donner une vision un petit peu d'ensemble de ça. Puis je vais vous parler des blessures émotionnelles qui sont associées à ça, puis les missions de vie qui sont associées à chacun de ces aspects-là. Il faut savoir que les 7 chakras, on les a tous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous pareils? C'est qu'on a tous, seulement dans ces chakras-là, des résonances avec des mémoires qui nous sont propres, des souffrances, des expériences de vie qui sont personnelles à nous. Donc, évidemment, la façon qu'on va interpréter ces expériences-là, la façon qu'on va accepter que l'énergie circule en nous, va faire qu'on va développer des particularités. Donc, je n'ai pas la prétention de vous présenter donc une grille qui va tenir compte de toutes les subtilités humaines, mais qui va vous présenter quand même la globalité de l'humain. C'est ça un peu l'idée de cette présentation-là. Donc, on va commencer si vous le voulez bien. Puis, s'il y a des questions entre-temps, bien évidemment, faites-moi signe. Hein, puis, j'ai une question, c'est ça, là? Non, je blague. OK. Donc, s'il y a des questions, vous me faites signe et puis je m'arrêterai pour écouter ce que vous avez à me dire. Donc, la première famille, c'est les bâtisseurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les bâtisseurs? C'est relié au chakra racine. C'est relié donc aux jambes. Alors, les bâtisseurs, finalement, le mot le dit assez bien. Hein, ce sont des gens qui vont avoir envie de mettre au monde, hein, de mettre dans le monde de la matière quelque chose. Ils vont faire naître dans la matière quelque chose. Ce sont des gens qui ont une certaine aisance dans le monde de la matière. C'est très naturel pour eux de comprendre comment fonctionne la matière. Donc, c'est des gens qui, même enfants, ils vont s'intéresser à la mécanique, ils vont s'intéresser à plein de choses, puis instinctivement, ils vont sembler comprendre des choses que même moi, adulte, je ne comprendrais pas, hein, parce que j'ai peut-être pas cette dominance-là du bâtisseur qu'eux pourraient avoir. Donc, c'est des fois assez intéressant de constater qu'il y a des enfants qui ont vraiment des aisances par rapport à comme la mécanique, par exemple. Moi, j'ai déjà vu ça, des enfants qui avaient des facilités au niveau de la matière. Alors, évidemment, le bâtisseur, qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi? C'est qu'il est capable de comprendre comment la matière fonctionne, mais il est capable aussi de comprendre l'émerveillement qui est autour de la matière. C'est-à-dire qu'il, lui, est émerveillé par la nature. Donc, en général, le bâtisseur qui est équilibré va avoir vraiment une conscience de la nature, de la façon que l'univers s'est construit. Il va donc l'honorer, puis il va avoir envie, évidemment, de faire des choses dans la matière qui vont être en accord avec cette nature-là. Il ne va pas avoir envie nécessairement de faire des choses qui vont détruire la nature. Il va chercher vraiment à être en harmonie avec elle dans la mesure du possible. Ça va être le bâtisseur. Puis le bâtisseur aime bien s'investir dans la durée. C'est quelqu'un qui va dire, bon, par exemple, moi, si je fais un pas en avant, je veux que ce pas-là, quelque part, ait une durée de vie. Donc, je veux que ce soit à long terme que ça puisse prendre forme. Donc, dans les relations amoureuses, dans son travail, dans tous les secteurs de sa vie, il va chercher à vouloir bâtir quelque chose, de construire quelque chose. C'est ça qui va être la force qu'il va manifester. Alors évidemment, ce bâtisseur-là a une blessure émotionnelle qui est forte, c'est-à-dire que dès la naissance, lorsqu'on est sur Terre, le chakra racine, c'est vraiment relié à la naissance. Alors quand on est sur Terre, la grande blessure émotionnelle qu'on peut rencontrer, c'est l'abandon.
Et l'abandon, c'est qu'on arrive sur Terre, puis on se dit, maman, où es-tu? Et on attend, puis on se rend compte qu'elle n'est plus là, ou qu'elle n'est pas vraiment là, ou qu'elle est en partie là. Donc, automatiquement, l'expérience de l'abandon va se vivre. Et l'expérience de l'abandon va générer deux réactions. Là, je fais des caricatures, hein? Deux réactions possibles. Il y en a plus que ça, mais on va simplement réduire à deux pour faciliter les choses. Donc, si dans le chakra racine, on n'habite pas cette région-là parce que l'abandon nous fait vivre une expérience de vide dans cette région-là, qu'est-ce qui va en résulter? C'est quelqu'un qui va être désincarné. C'est-à-dire quelqu'un qui va justement ne pas être dans la matière, qui ne va pas chercher justement à se réaliser comme bâtisseur. Pourquoi? Parce que la souffrance qu'il va avoir vécue en tant dans l'abandon va se dire, j'ai pas envie de renouer contact avec cette force qui est en moi, parce que ça fait trop mal. Donc, il va finalement se désincarner, donc refuser la réalité terrestre. Il va chercher justement à développer d'autres intérêts que cette réalité terrestre, alors que pourtant, il y aurait des grandes compétences à cet endroit-là. Vous me suivez? L'autre possibilité, c'est qu'au contraire, devant l'abandon, il y a des gens qui sont un peu plus forcenés, qui vont mettre beaucoup d'énergie dans la région, parce que devant l'abandon, ils vont se dire, merde, il faut que je fasse quelque chose pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce sont ce qu'on appelle, et là c'est des caricatures toujours, les matérialistes. Les matérialistes, qu'est-ce qu'ils font? Bien évidemment, ils s'entourent de matière pour effectivement combler la blessure qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas souffrir, donc ils vont effectivement chercher l'accumulation. Ils ont compris que l'accumulation matérielle leur donne du pouvoir. Et ayant du pouvoir, bien, ils peuvent acheter, hein, ils peuvent éviter d'être abandonnés parce qu'ils vont pouvoir acheter les relations amicales, les relations amoureuses, parce qu'ils vont avoir une matière qu'ils vont posséder, qui vont leur donner une puissance, un pouvoir, qui vont leur permettre donc de pouvoir se développer en tenant compte, justement, en comblant cette blessure qu'ils ont vécue au niveau de l'abandon. Ça va? Donc, ça, c'était pour le bâtisseur. Donc, qui est relié au chakra racine. Alors, évidemment, cette grille a été évaluée, c'était quelque chose que j'ai observé à travers de la pratique chez les gens. Donc, on retrouve un peu ces tendances-là. Évidemment, il y a plein de subtilités, mais c'est pour vous donner un peu une image caricaturale de tout ça et de peut-être pouvoir vous resituer par rapport à vous-même dans cette démarche-là. Le deuxième, c'est le communicateur. Le communicateur, c'est relié au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est donc relié à celui qui apprend à se définir lorsqu'il naît. On est sur Terre. On apprend donc ensuite à se définir par rapport à la mère, par rapport au père. On reconnaît qu'on est un homme, on reconnaît qu'on est une fille. Et on développe donc notre identité par rapport à tout ça. Et il est clair qu'à travers ce processus d'identification, il est possible qu'on vive une blessure qui est la blessure du rejet. C'est-à-dire qu'on ne soit pas accueilli ou accepté comme on l'aurait souhaité dans notre nature féminine ou notre nature masculine. Alors, le communicateur, dans le sens équilibré du terme, c'est quelqu'un qui va chercher justement à être vrai avec lui-même et vrai avec les autres. On est d'accord, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont comme ça. Là. Dans le sens que cette vérité-là n'est pas recherchée socialement parce qu'on n'a pas valorisé ça dès l'enfance. Hein. C'est-à-dire que quand l'enfant naît sur Terre, il n'y a pas d'éducation qui sont orientées tant que ça sur cette authenticité-là. Pour la simple raison, justement, que le système politique dans lequel on est, le système qui fait que l'économie peut exister, ne repose pas sur cette authenticité-là. Si on est trop vrai, on se fait avoir. Hein, parce que très fréquemment, en tous les cas. Donc, c'est certain que le communicateur équilibré, c'est quelque chose qu'on doit tous tendre, parce que quelque part, ça fait partie sans doute d'une forme d'éthique humaine dans laquelle on est en train, même si on est ici, c'est sans doute parce que cette éthique humaine-là nous intéresse, et cette volonté d'être vrai avec soi est déjà un défi, et être vrai avec les autres permet aussi aux autres d'être vrai avec nous-mêmes. Donc, on arrive à développer une relation qu'on peut qualifier d'authentique. C'est ça l'objectif qu'on peut se fixer dans un contexte de communicateur équilibré. Puis évidemment, à travers cette identité qu'on s'est développée en tant qu'hommes et femmes, ben, l'expérience du rejet a sans doute été expérimentée par certains d'entre nous. Et le rejet va donc entraîner deux réactions, comme tout à l'heure je disais. La première réaction, c'est celui qui va s'intérioriser, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vivre un choc émotionnel, et comme il va vivre un choc émotionnel, il va tout se figer à l'intérieur de lui-même, et il va observer ce qui se passe autour de lui. Alors elle va dire, ah mais elle l'a pas fait, elle était censée faire ça, puis elle l'a pas fait. Ah, telle personne était censée faire telle chose, elle l'a pas fait non plus. Vous voyez, tout va se faire de l'intérieur. C'est-à-dire que cette personne va observer plein de choses autour d'elle, elle va critiquer plein de choses à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne va pas l'exprimer. C'est quelqu'un qui va être très sensible en fin de compte. C'est quelqu'un qui est hyper émotionnel, hyper sensible, hyper attentif à tout ce qui se passe autour de lui, mais qui est déçu parce que justement, il constate que les gens ne répondent pas à ce qu'on lui avait promis. Et plutôt que de le dire, il va garder à l'intérieur de lui-même cette souffrance-là, puis il va finalement continuer à vivre le rejet. Il va se rejeter par lui-même à travers ce processus-là. Ça va? Et l'autre réaction possible, c'est la réaction de l'hyperactivité. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'énergie dans le chakra sacré, il peut en résulter à ce moment-là ce qu'on appelle le manipulateur. C'est toujours des caricatures. Un manipulateur, ça peut paraître négatif, mais le manipulateur, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on fait très souvent, chacun d'entre nous. Hein? C'est qu'on essaye, on a des désirs,
Par exemple, le vendeur, c'est le plus bel exemple de ça. Le vendeur, lui, il y a quelqu'un qui rentre dans son magasin, il ne se dit pas, ah, une personne rentre dans mon magasin. Je ne sais pas si cette personne-là a vraiment besoin de ce qu'elle vient chercher ici. Je vais quand même aller lui demander. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que le vendeur va penser. Un vendeur va arriver à dire, bon, ben, wow, cette personne-là a l'air de l'argent, tout ça, donc j'ai essayé de lui en vendre 5 paires plutôt qu'une. Hein. Vous voyez, c'est une caricature que je suis en train de faire, mais on vit dans une société où la consommation est quand même très importante. Donc, c'est certain que la consommation va favoriser justement ce genre de situation où celui qui veut quelque chose va tenter de l'obtenir en s'imposant en quelque sorte à l'autre personne. Et c'est là qu'on comprend que l'hyperactivité, qu'est-ce que ça fait? C'est une énergie qui sort vers l'autre. Hein? Quand on parle d'hyperactivité, c'est un surplus d'énergie et ce surplus d'énergie va se diriger vers notre partenaire. Notre partenaire qui est moindrement influençable, ben, va subir cette charge énergétique-là et va se sentir donc en quelque part abusé à travers cette démarche-là, vous voyez? Et c'est comme ça que ça va favoriser ce genre de situation un peu de manipulation. Mais bon, ce sont des réactions quelque part humaines. Et l'objectif, évidemment, qu'on a tous, hein, comme de mission de vie, hein, si on regarde le bâtisseur, ben, le bâtisseur, évidemment, c'est de renouer contact avec construire dans la matière en accord avec la nature, OK? Et déjà, on sait bien que la société ne favorise pas ce genre de situation-là parce qu'on vit dans une société de consommation où, justement, tout doit se faire un peu rapidement pour pas que ça dure trop longtemps parce que, justement, ça dure trop longtemps, l'économie va chuter. Donc, on doit finalement faire des choses qui ne durent pas trop longtemps. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est certain que le communicateur équilibré, un peu la même chose, c'est-à-dire que le communicateur équilibré va rechercher une communication qui est vraie et authentique avec les gens, avec lui-même, avec les gens. Et encore là, c'est pas quelque chose qui est valorisé naturellement. Mais en même temps, c'est quelque chose de beau, peut-être à se fixer comme objectif, hein, de pouvoir envisager qu'on puisse tendre dans cette direction-là pour nous amener donc à être dans un alignement avec notre être, se sentir bien avec soi-même et de développer des relations justes aussi avec notre entourage. Ça peut être intéressant de réfléchir à ce concept-là. Le troisième chakra, c'est le guerrier. Donc, le guerrier, évidemment, c'est toujours le processus de l'enfant. Le guerrier, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un être humain qui a un pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir de quoi? On pourrait dire c'est le pouvoir de frapper, le pouvoir d'avoir de la violence, d'être fort sur les autres. Mais si on regarde ça d'un point de vue équilibré, le guerrier a compris qu'il avait un certain leadership, un certain pouvoir. Il a compris que les gens qui étaient autour de lui avaient des pouvoirs ou des forces que lui n'avait pas. Et s'il est intelligent, il va chercher à collaborer avec ces personnes-là pour simplement comprendre que s'il a une équipe superbe à côté de lui, il va être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Donc, le guerrier n'est pas un individualiste. C'est quelqu'un qui a compris quelque part que s'il sait bien s'entourer, il devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Un peu comme dans la guerre. Un général qui est très courageux, qui est très puissant, ne va jamais s'attaquer à une armée entière tout seul. Il va comprendre que s'il veut s'attaquer à une armée entière, il a avantage de se retrouver avec des bons soldats autour de lui pour être capable de faire face à la situation. Donc, vous voyez que le guerrier, dans ce sens-là, équilibré, c'est une capacité que l'on a de comprendre qu'on est beaucoup plus puissant, qu'on a une bonne collaboration, une bonne coordination avec les autres gens autour de soi. Et ça touche aussi ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est récent, ça, aujourd'hui, qu'on commence à prendre conscience que avant, on pensait que l'intelligence était là, que ça se passait. Et là, on commence à se rendre compte que l'intelligence peut être aussi dans le cœur. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est se rendre compte qu'on peut davantage obtenir de nos employés, de nos collaborateurs, en reconnaissant ce qu'ils sont, en leur donnant en les valorisant dans la qualité et les compétences qu'ils ont. Et c'est ça que le guerrier équilibré va mettre en évidence. Alors que vous avez compris, évidemment, que le guerrier va vivre aussi, dans son jeune âge, des possibilités de vivre des blessures émotionnelles qui vont l'amener vers l'humiliation, souvent, le guerrier. L'humiliation, évidemment, ça va le mettre dans une position où cette force, ce pouvoir qu'il a, il va sentir quelque part qu'il n'a pas été reconnu, on lui a même, j'allais dire, coupé les couilles. C'est un peu exagéré, hein? Je m'excuse pour les femmes, une pensée comme ça, c'est un peu misogyne, ce que j'ai eu comme pensée, comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en évidence que le pouvoir masculin, c'est un pouvoir, justement, que l'on cherche à développer tout au long de notre vie. Et ce pouvoir masculin-là, qui se retrouve dans le guerrier, chez la femme, on va le retrouver aussi, bien évidemment, à travers cette puissance, la force d'être une femme sacrée, pourrait-on dire. Hein? Et quand on voit cette histoire de l'humiliation, ça va entraîner deux réactions possibles, comme je disais tout à l'heure, qui sont assez simples. C'est le dominé et le dominant. Le dominé, c'est celui, à quelque part, qui se fait dominer, et le dominant, c'est celui qui domine les autres. Alors, vous voyez que on n'est plus dans les guerriers équilibrés. On est dans une situation où on reflète vraiment la société telle qu'elle est actuellement. On vit dans une société où, effectivement, il y a des gens qui sont dominés et des gens qui sont dominants. Et dans ce sens-là, bien évidemment, on retrouve ça dans un contexte individuel, à l'intérieur de notre couple, par exemple, à l'intérieur de la famille.
à l'intérieur d'une famille plus large, élargie, à l'intérieur de notre société, de l'endroit où on travaille. On trouve ça dans à peu près toutes les sphères de la vie actuellement, cette notion de dominer et de dominant. C'est un peu dommage parce qu'évidemment, on pourrait envisager autre chose que ça. On pourrait envisager un modèle différent de cela, dans lequel on reconnaîtrait toutes nos compétences, nos qualités, et au lieu de finalement essayer de se faire valoir par rapport à un autre, on pourrait reconnaître qu'on a une certaine valeur, mais que l'autre aussi en a une, et dans ce sens-là, vraiment favoriser plutôt une collaboration plutôt que de vouloir tasser les gens. Mais c'est pas toujours comme ça, donc le dominant et dominant, ça va beaucoup plus se manifester comme ça, malheureusement, dans la société actuelle. Et on dit effectivement que la société, le reflet de la société se retrouve dans les 3 premiers chakras, c'est-à-dire chez le bâtisseur, le communicateur et le guerrier. C'est-à-dire que la majorité des êtres humains vibrent beaucoup dans ces 3 chakras-là, dans les blessures que je viens de nommer, et qui sont le reflet de la société dans laquelle on vit actuellement. Hein. Maintenant, si on poursuit donc avec le serviteur, qui est le chakra du cœur, donc, le serviteur, finalement, qu'est-ce que lui va chercher à développer? C'est les qualités de service. Alors, le chakra du cœur est beaucoup en relation avec l'homme adulte ou la femme adulte, c'est-à-dire l'être humain qui apprend à se connaître assez bien pour dire, voici les compétences que j'ai et voici ce que je peux apporter à la société. Ce que je peux apporter à la société, bien évidemment, ce sont les compétences que j'ai acquises avec le temps, avec la maturité que j'ai acquise. Je suis capable de comprendre que c'est ça que je peux apporter de plus beau de moi dans la société. Évidemment, dans la société actuellement, comment elle fonctionne, ce que j'ai de plus beau ne va pas toujours être accueilli. Hein, c'est pas toujours facile d'arriver à faire valoir ce que j'ai de plus beau de moi-même dans la société actuelle parce que la société ne va pas toujours accueillir ça. Okay? Donc, le serviteur, c'est quand même une tâche qui exige une forme d'individualisation de l'être humain. C'est-à-dire, je dois me sortir de la société pour être capable de me faire confiance assez pour me dire, j'ai envie d'être l'homme ou la femme que je suis avec les compétences, les qualités que j'ai. Je ne dois pas justement constamment être dans un effort surhumain pour essayer de faire valoir ma place dans la société. Je dois accepter de m'en retirer en quelque sorte pour renouer contact avec mes ressources et ensuite les installer dans la société en accord avec mes valeurs puis mes idées. Donc, le serviteur, c'est un idéaliste, en quelque part. Le serviteur, c'est celui aussi qui va créer un peu comme ici, ce qui se fait, des événements comme ceux-là, c'est-à-dire des événements qui ont pour objectif d'amener la conscience à s'éveiller et d'amener des nouvelles valeurs, comme des nouvelles visions face aux enfants, par exemple. Vous voyez, alors, le serviteur a vraiment cette pensée d'amener une nouvelle vision dans la société. D'accord? Puis, évidemment, le serviteur a aussi une blessure émotionnelle qu'il peut vivre, qui est la trahison. Donc, évidemment, vous comprendrez que comme il a quelque chose de beau à offrir, bien évidemment, quand on a quelque chose de beau à offrir, c'est fréquent, effectivement, que la trahison peut se manifester. Et évidemment, le cœur, bien, vous l'avez compris, c'est l'amour qui est là. Donc, le sentiment d'être trahi dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, avec les amis, c'est quelque chose de naturel qui va pouvoir en résulter. Et ça va générer chez le serviteur 2 réactions, encore une fois. La réaction de l'égoïsme, c'est-à-dire que quand l'énergie n'est pas trop présente dans le cœur, je vais me renfermer sur moi-même et je vais être égoïste parce que je vais comprendre que si je deviens quelqu'un de trop généreux ou trop gentil, je vais me faire avoir. Donc, je ne veux pas être ça. Donc, je me renferme sur moi-même et je ne veux plus justement collaborer, échanger avec qui que ce soit parce que le danger est trop présent. OK? Sinon, si l'énergie est beaucoup plus présente dans le chakra du cœur, ce que ça va générer, c'est quelqu'un qui va être davantage soumis. Vous allez me dire, ça ne marche pas que l'hyperactivité se soumet. Mais c'est-à-dire que le cœur, plus les vertus du service sont développées chez une personne, plus cette personne le risque d'être trop au service des autres. Et si on devient trop au service des autres, on devient effectivement un petit peu plus soumis, esclave, par rapport à notre entourage. Vous comprenez? Ça va? Donc, vous comprendrez ici qu'à travers ce petit voyage-là, on comprend que l'objectif, c'est l'équilibre. Et cet équilibre-là, finalement, il n'est pas étranger en chacun de nous. On a tous la compétence d'être équilibré. On l'a tous. C'est un petit peu plus fatigant parce qu'évidemment, on tombe plus dans une position de facilité. Parce que quand on tombe dans les blessures émotionnelles et on regarde les comportements qui découlent des blessures émotionnelles, on comprend que ces blessures-là sont des voies de facilité. C'est les voies quelque part qui sont c'est moins difficile d'être ça que d'être dans la voie de l'équilibre. Parce que la voie de l'équilibre, ça sous-entend qu'on est un petit peu plus aligné. Hein? On est dans une position de verticalité. Et les gens qui sont autour de nous sont obligés de reconnaître notre verticalité, puis sont obligés à quelque part de s'adresser à nous en reconnaissant qu'on est dans la verticalité. Vous comprenez? Alors, c'est comme si on amenait les gens à des niveaux de conscience supérieurs, en quelque sorte, par cette habileté qu'on en avait de s'assumer dans notre nature d'équilibre, en fin de compte. Ça va? Ensuite, il y a 3 autres types qui sont plus orientés vers ce que j'appelle, moi, la sphère supérieure, c'est-à-dire les chakras qui sont associés vers le ciel et qui sont associés davantage à une démarche spirituelle.
Donc, il y a le chakra de la gorge qui est relié au créateur. Et le créateur, finalement, qu'est-ce que lui va rechercher? C'est de se syntoniser avec des énergies qui ne sont pas encore intégrées dans le monde terrestre. Ce sont des créateurs, des inventeurs, des gens qui amènent des nouveaux courants, des nouvelles visions, des nouvelles musiques. Vous voyez, c'est comme des gens qui ont vraiment une capacité de se syntoniser à quelque chose qui n'est pas accessible. Je pense à Einstein qui est arrivé avec sa théorie de la relativité. Ça a pris plusieurs années avant que les gens comprennent, que les physiciens comprennent ce qu'il avait à communiquer, parce qu'il arrivait avec quelque chose de trop nouveau. Et les physiciens n'étaient pas en mesure de comprendre cette nouveauté-là. Donc, ça a pris des années avant que ça soit fait. Et vous avez sans doute d'autres gens à qui vous pouvez penser actuellement dans le monde, que ce soit des musiciens, etc., qui arrivent avec des courants qui ne sont pas nécessairement bien accueillis sur la Terre, parce que justement, la Terre, on aime nos petites habitudes, on aime nos petites identifications. Et quand on arrive avec des courants de pensée nouveaux, mais évidemment, avant que ça puisse s'installer sur Terre, ça prend un certain temps, parce que l'être humain a besoin d'un certain débit de temps pour être capable d'intégrer ces nouveautés-là, finalement. Donc, le créateur, c'est quelqu'un d'individualiste, parce qu'il faut qu'il le soit, parce qu'il ne serait pas capable d'assumer sa créativité, il ne serait pas capable d'assumer son inventivité, il se ferait écraser par l'extérieur. Donc, il lui faut effectivement un certain dynamisme pour oser amener cette créativité-là, puis oser à quelque part y croire, même si personne n'y croit autour de lui. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine force de caractère, certainement. C'est quelqu'un, évidemment, qui a une blessure aussi, qui s'appelle l'injustice. Alors, vous l'avez compris que quand on est un créateur, quand on regarde historiquement parlant, tous les gens qui ont des créativités, qui ont été des innovateurs, des gens d'avant-garde, souvent, quand on regarde leur histoire de vie, ces gens-là ont souvent vécu des trahisons, des injustices, excusez-moi. C'est-à-dire des situations où, à quelque part, ils arrivaient avec des des belles choses, mais le monde ne les rejetait carrément. On ne les accueillait pas d'une façon si importante que ça. Je pense entre autres, il y a Hammer, je ne sais pas si il y en a qui le connaissent, qui était un homme qui est arrivé avec une certaine façon de voir les choses, qui avait un certain intérêt et qui n'a pas été nécessairement très bien accueilli dans sa vie. Alors le créateur, donc, ça va donc générer l'injustice, et il y a donc deux comportements qui vont en résulter. Le premier, c'est que si l'énergie n'est pas très présente dans la région de la gorge, ça va faire finalement quelqu'un qui va tendre vers la routine. Pourquoi je vous parle de ça? Si je suis un créatif et que j'ai une blessure et que je ne veux plus revivre la blessure, il est possible que je dise, moi je ne veux plus être un créateur. Je veux uniquement vivre la routine, vivre les moments, chaque jour la répétition. Je me lève à 6 heures le matin, je me couche à 20 heures le soir, ainsi de suite. Je fais toujours la même chose la même journée. Au moins, je suis sûr que je ne vais pas retomber dans cette inspiration créatrice que j'ai vécue qui m'a amené vers la souffrance. Vous voyez un peu, ça peut être une façon de fuir un potentiel qui est en soi. Ce qui est intéressant de tout ça, c'est que quand on fait un travail intuitif sur quelqu'un, on va voir ces phénomènes-là. C'est-à-dire qu'on va voir que quelqu'un peut avoir volontairement abaissé son champ de conscience parce qu'il ne voulait plus souffrir. Alors évidemment, le travail va consister à redonner à cette personne-là le potentiel, son potentiel évolutif pour qu'elle puisse renouer contact avec cette capacité qu'elle a d'amener le changement chez elle. L'autre, donc, dans le cas où la gorge devient hyperactive, à ce moment-là, ça va être quelqu'un qui va se disperser parce qu'il va avoir plein de projets. Devant la souffrance émotionnelle qu'il va avoir vécue, il va essayer d'avoir plein d'idées, plein de projets pour montrer aux autres finalement que il peut vraiment se réaliser, etc. Mais évidemment, en ayant plein d'idées, il ne pourra pas les réaliser. Il ne pourra pas réaliser toutes ces idées-là, c'est sûr et certain. Donc, il va sortir dans un processus de dispersion où il va toucher un projet, un autre projet, mais il va finalement jamais arriver à les concrétiser et à les matérialiser. Parce qu'encore là, il y aurait peur, évidemment, de les réaliser puisqu'il sait que l'injustice pourrait être au rendez-vous. Donc, c'est ça qui va faire qu'il va avoir tendance à fuir aussi dans la dispersion. Ça va? Ensuite, il y a le philosophe. Le philosophe, c'est relié au chakra frontal. Alors, évidemment, quand on tombe dans ces sphères-là, vous comprendrez que, socialement parlant, le créateur, déjà, on va moins se retrouver dans cette sphère-là. Le chakra frontal, c'est les sages. Alors, les sages, les philosophes, les gens qui ont une influence collective, qui sont capables d'influencer la collectivité. Quand je dis une collectivité, ça peut être plus ou moins importante comme collectivité. Mais c'est des gens qui ont une compréhension des choses. Ils sont capables de voir la vie derrière la vie. C'est-à-dire qu'ils regardent les événements de la vie, ils comprennent à quelque part ce qui se passe derrière. Donc, c'est des gens qui ont une certaine sagesse, une certaine compréhension, une certaine richesse intellectuelle qui va faire qu'ils vont influencer beaucoup de monde. Parce que les gens vont aimer l'entendre, vont aimer être avec ces personnes-là parce que ce sont des gens qui sont apaisants, parce qu'ils ont des compréhensions que beaucoup d'autres gens n'ont pas. Donc, ils vont être très attrayants pour les êtres humains en général. Alors, c'est sûr que le philosophe, dans une société dans laquelle on est, ce sont des gens, quelque part, qui sont d'influence, certainement,
et qui peuvent par contre vivre ce que j'appelle moi des injustices sociales. C'est-à-dire qu'on vient avec les justices, mais non pas individuelles, mais sociales. C'est-à-dire que collectivement parlant, un sage peut être mal accueilli par la collectivité. Par exemple, la société peut voir quelqu'un qui devient de plus en plus important, qui devient de plus en plus capable d'influencer une collectivité. Et devant cette situation-là, on va chercher justement à salir son nom ou salir ce qu'elle exprime, etc., pour essayer quelque part de simplement la contenir, de la contrôler, de lui enlever ce certain pouvoir-là. Et encore là, si on regarde historiquement parlant, on a des exemples de gens qui ont passé par des cheminements comme cela, des gens qui avaient des grandes influences et qui ont eu tendance effectivement à être pointés du doigt dans certaines circonstances pour éviter qu'ils deviennent trop puissants ou trop importants, par exemple. Donc ça, c'est pour le philosophe. Et l'injustice sociale que ça va générer d'une part, dans le côté hypoactif, dans lequel il y a moins d'énergie dans la région, on va constater que ça va être quelqu'un qui va être très rationnel. Pourquoi rationnel? Mais parce qu'il va chercher toujours à démontrer scientifiquement et d'une façon rigoureuse ce qu'il avance et ce qu'il émet. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le seul moyen d'être capable d'être entendu par la société, c'est de passer par le même langage que lui. Le même langage que lui, c'est le langage scientifique, rationnel, intellectuel, 1 plus 1 est égal à 2, etc. Et dans ce sens-là, il y a des gens qui vont tomber dans ce piège-là, en quelque sorte, pour se faire valoir, se faire reconnaître. Il y a des gens qui vont tomber dans l'hyperactivité, donc une espèce d'activité assez importante dans la région frontale. Et là, ça va être des gens qui vont plutôt, à ce moment-là, tomber dans l'irrationnel. Les irrationnels sont des sages, qui sont capables de percevoir des choses, mais devant la souffrance de l'injustice, devant le fait que les gens ne sont pas capables de leur donner le droit d'exister dans leur témoignage de vérité qu'ils peuvent avoir, ils vont tendance, eux, finalement, à s'élever. Ils vont parler de la planète Sirius, ils vont parler de la planète Vénus, ils vont parler de la conscience cosmique animant l'univers. Ils vont finalement se dilater. Ils vont dilater leur présence sur Terre pour s'enlever, en quelque part, de cette présence-là, parce que le choc émotionnel, s'ils assumaient qu'ils étaient dans ce monde terrestre-là, serait plus important. Donc, ils vont plus parler des choses qui sont moins accessibles. Et c'est pour ça que je parle des rationnels. Vous me suivez? Ça va? Puis, le 7e chakra, la 7e famille, c'est les spirituels. Alors, évidemment, les spirituels sont des gens qui sont alignés avec leur nature spirituelle. Ce sont des gens, on pourrait dire qu'ils ne sont pas intéressés à la reconnaissance, ils ne sont pas intéressés, effectivement, à être vus nécessairement non plus. Ils sont davantage intéressés à être connectés. Et connectés avec leur mission, avec leur expression de qui ils sont. Et ces gens-là, effectivement, donc, vont avoir le désir unique de se dire, ben voilà, je suis né sur Terre pour telle chose, et c'est ce que j'ai à faire, et je le fais. Que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans la lumière, c'est pas important. L'important, c'est que je réalise ce que j'ai à faire sur Terre. Donc, ce sont des gens qui vont finalement ne pas toujours être vus dans la lumière, mais ce sont des gens qui vont avoir des convictions très profondes dans l'intérieur d'eux-mêmes. Ils vont avoir le désir très, très puissant de vouloir se réaliser en accord avec cette vision qu'ils ont d'eux-mêmes et de cette vision qu'ils ont de cette mission qui leur est proposée. La pression émotionnelle qui va venir avec ces gens-là, puis ça allait vite comprendre pourquoi, c'est l'injustice spirituelle. L'injustice spirituelle, c'est que moi, je suis en harmonie depuis que je suis né avec la nature spirituelle, je fais tout mon possible pour réaliser ce que je crois être ma mission, et la vie me donne plein de merde, m'envoie plein de messages négatifs, me donne plein d'embûches, plein de difficultés. Donc j'arrive à me dire, mais merde, Dieu est contre moi. Dieu est contre moi. Et dans ce sens-là, bien évidemment, il y a une blessure émotionnelle qui va se vivre où j'ai l'impression que je suis abandonné. Et dans cet abandon-là, bien évidemment, il y a deux réactions possibles. Je vais sombrer dans l'existentialisme, c'est-à-dire celui qui se dit, ben, pourquoi vivre? Parce qu'à quelque part, j'ai compris que tous les efforts que j'ai pu faire m'ont amené à nulle part. Donc, pourquoi je devrais vivre? Pourquoi ça n'existe pas, donc, ce que je croyais? Donc, on va se questionner vraiment sur le sens de la vie, sur la raison d'être des actions que l'on pose, etc. Donc, on va vraiment une crise de cet ordre-là qui peut être présente. Et dans le cas de l'hyperactivité, on va tomber davantage dans ce que j'appellerais, moi, le sectarisme. Le sectarisme, c'est que quand j'ai ce sentiment d'avoir vécu une injustice spirituelle, je peux aussi me dire, ben, je suis Dieu. Dieu n'est pas là, je l'ai appelé, il n'est pas là, il n'est pas rendez-vous, ben moi je suis Dieu. Et parce que je suis Dieu, ben à ce moment-là, je vais incarner Dieu et je vais décider qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble. Bon, j'ai décidé que tous ensemble, on allait sur la rue là-bas, puis on allait bloquer la voiture, parce qu'à quelque part, la conscience cosmique de Dieu va se manifester en quelques instants. On va aller tous là-bas ensemble, puis on va bloquer la rue. Alors vous voyez, c'est là qu'on commence à parler des sectes, en fin de compte. C'est comme là, on influence, ces individus vont développer un pouvoir, et ce pouvoir-là vont leur donner le sentiment qu'ils peuvent donc influencer les êtres humains, mais plus en accord avec cette nature spirituelle.
Donc, c'est là qu'évidemment, il y a des excès qui peuvent arriver. On en a déjà vu, hein, des excès comme ça dans les journaux, etc. Malheureusement, ça peut se produire. Bien évidemment, l'objectif de tout ça, de ces 7 familles-là, c'est de faire comprendre qu'on est tous habités par ces 7 composantes-là. On a des composantes plus ou moins dominantes. Il y a des gens ici, par exemple, qui sont peut-être reconnus dans le bâtisseur d'une façon très importante. D'autres se sont peut-être reconnus dans le créateur, etc. Et l'idée là-dedans, c'est de chercher à trouver la vision juste de soi. La vision juste de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment moi, je peux être en alignement avec ma nature profonde. Et dans le travail intuitif que je propose, c'est ça un peu qu'on cherche à mettre en place. Hein, c'est de découvrir effectivement que quand on observe une personne, on constate que dans cette personne-là, il y a donc un corps physique, mais qu'elle est animée par ces 7 états de conscience-là, les 7 chakras, et que dans ces 7 chakras-là, il y a donc des mémoires, des énergies qui sont là, qui sont plus ou moins hypoactives, hyperactives, etc. Et que ces énergies-là sont souvent donc des énergies qui viennent nous empêcher ou qui viennent nous inhiber dans l'essence profonde de notre être. Et tout le travail qu'on va chercher à faire par le décodage intuitif, c'est de comprendre la raison d'être de ces blessures-là et ensuite de déprogrammer pour libérer la mémoire, déprogrammer la mémoire pour lui donner accès à ce qui a une forme d'alignement qui prenne forme et ensuite le soin qui va permettre de fluidifier l'énergie. Vous me suivez, ça va? Est-ce que j'avais promis, je pense, dans la conférence, un exemple, une démonstration plutôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait le goût que je fasse une démonstration? Vous? Votre prénom, c'est? Ah oui, d'accord, c'est bien. C'est un beau prénom. OK, donc je vais vous dire comment je vais procéder. Alors, évidemment, c'est pas spectaculaire tant que ça parce que tout se fait dans l'imaginaire. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans l'œil visible, à moins qu'il y en ait qui soient connectés un peu plus, qui puissent voir des choses. Mais je vais vous décrire quand même le processus. Alors, la première étape dans l'enseignement de la pleine conscience intuitive, c'est l'enracinement. L'enracinement, c'est quoi? C'est cette capacité que j'ai de me relier à la terre et au ciel. Et dans cette position-là, qu'est-ce que je cherche à faire? C'est de vraiment reconnaître que je suis une antenne et que l'énergie qui circule à travers moi va circuler véritablement à travers moi. C'est-à-dire que je vais vraiment accepter que toutes les énergies vont circuler pour que j'ai aucun obstacle, aucun blocage, qui vont faire que je suis vraiment dans une position d'alignement. Alors, je ne dis pas que je suis pleinement équilibré ou pleinement harmonieux. Malheureusement pour vous, Amandine, vous allez devoir subir ce que je vais vous faire expérimenter aujourd'hui. Mais l'idée, c'est qu'on cherche à tendre le plus possible faire ça. Donc, ça veut dire que chaque jour, on cherche à s'enraciner, on cherche à se faire un travail sur soi pour être le plus possible dans cet état d'alignement-là. C'est ça qu'on va rechercher. Et évidemment, en étant dans cette position d'alignement-là, vous avez compris que moi, si j'avais un blocage ici qui serait relié à la colère, je ne serais pas capable de me mettre en relation avec Amandine. Si elle avait de la colère, je ne serais pas capable de l'accueillir parce que moi-même, j'aurais un conflit avec la colère. Vous comprenez? Donc, c'est ça un peu le travail qu'on fait sur soi. C'est d'être le plus ouvert possible envers nous-mêmes pour être capable de s'ouvrir à un être humain le plus possible sans qu'il y ait aucun jugement, aucun obstacle ou quoi que ce soit. D'accord? Ensuite de ça, maintenant que je me suis enraciné, je vais simplement, donc, à partir de là, c'est la terre et le ciel qui se réunissent dans le cœur. OK? C'est ça un peu la recette. Et le cœur devient la référence intuitive. La référence intuitive qui va faire que cette lumière-là qui est dans mon cœur va se diriger vers Amandine et je pourrais la diriger dans un endroit où je pourrais la laisser aller là où elle veut aller. Et en faisant ça, je vais constater qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont apparaître. Et c'est là que je vais pouvoir parler avec Amandine de ce que je perçois. Ça va? Vous pouvez repartir si vous êtes mal à l'aise, ça va? Vous êtes toujours prête à faire le jeu? Oui, ça va? Vous êtes certaine, hein? Non, non. OK. Donc, la première chose, donc, je vais me laisser venir, donc, qu'est-ce qui va venir à moi. D'accord? Puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient. D'accord? Vous voyez ce que je sens, c'est au niveau du cœur. Puis c'est une femme que je vais te donner des caricatures. C'est un peu comme la princesse ou la reine, on va l'appeler comme ça, d'accord? Cette femme-là, effectivement, elle a quelque chose de très flamboyant. Mais ce flamboyant-là, quelque part, on le voit tomber. Donc, le flamboyant n'est pas comme, on n'arrive pas à le stabiliser, donc on tombe par terre, on tombe dans le bassin. Et en tombant dans le bassin, il y a quelque chose de l'ordre de... Bon, c'est une forme d'humiliation qui se vit à travers ça. Tu sais, quand on tombe, hein, on est sur un piédestal et on tombe, ben quelque part, c'est un peu comme si on était humilié, finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous me suivez à ce niveau-là, oui? Oui. Alors, vous voyez, ça, c'est la première chose, c'est un peu comme le constat. Évidemment, pour approfondir, mais l'idée, c'est peut-être de vous montrer un peu le processus. Donc, ça, c'est l'étape du décodage intuitif qui va ensuite nous permettre ensuite à la déprogrammation. La déprogrammation, ça consiste à intervenir sur la perception que j'ai de vous, qui est donc dans le bassin,
et qui est un peu comme étendue dans votre bassin, et de lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin pour justement voir qu'est-ce que je peux lui donner pour changer la situation. OK, parce que là, on parle d'une certaine situation d'humiliation, c'est pas confortable, une position comme celle-là, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait pour changer ça. Ça va? Voilà, la première chose qu'elle me dit, cette facette-là de vous, et c'est là qu'on parle d'une conscience, de multiconscience thérapie, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs consciences qui existent en soi. Et là, la conscience qui est là, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a besoin elle a besoin d'être entendue. Comme si, quelque part, vous aviez énormément de choses à communiquer, des choses à dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un, moi je pense, vous avez été un peu comme, vous avez absorbé les choses. Vous absorbez les émotions, vous absorbez les choses, donc vous ne les communiquez pas. Donc à un moment donné, on absorbe, puis on se dit toujours, bon, ça va s'arranger, les choses vont bien aller. Puis à un moment donné, quand on tombe par terre, on se rend compte que ça ne s'est pas arrangé. Donc on se retrouve avec ce qu'on a contenu finalement. Et ce qu'on a contenu, ben, c'est un plein de frustration, comme ça je pourrais le décrire, qu'on a accumulé et qu'on n'avait pas verbalisé, qu'on n'avait pas reconnu non plus. Et la première chose peut-être à faire, c'est peut-être prendre un papier et un crayon, puis de les verbaliser pour s'en dégager. Pour se rendre compte, à quelque part, quand dans soi, il y a quelque chose qu'on n'avait pas reconnu en soi, qui était notre frustration, notre mécontentement, parce qu'on avait l'impression qu'il fallait payer ce prix-là pour avoir quelque chose d'autre. Vous comprenez? Et que l'humiliation vous a rappelé de dire, ben non, endure plus ça, parce que tu vois, si tu endures ça, c'est pas sûr que tu vas avoir ce que tu pensais avoir. Donc tu t'es fait avoir d'une certaine façon. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça? Avez-vous des commentaires? Alors pour le bassin, c'est bien vu, c'est l'histoire de ma vie. Pour ça, je fais un peu de zouk et de salsa, mais en tout cas, il y a quelque chose là à travailler, ouais. Puis là, on va faire une troisième action qui va être un peu au niveau des soins énergétiques. Alors, encore là, je pourrais toucher votre corps, mais il y a beaucoup de monde ici ce soir, je suis un peu gêné. Donc, je vais plutôt faire un soin énergétique sans toucher. Donc, j'essaie de faire descendre l'énergie vers les pieds. Vous voyez, quand on fait descendre l'énergie dans les jambes, ce qu'on voit apparaître, c'est l'aspect intraitable. Intraitable, c'est une femme qui prend conscience à quelque part qu'elle a été trompée, qu'elle a été trahie, ok, on va dire ça comme ça, et qui se dit, ben, plus jamais que ça va se reproduire parce qu'à quelque part, je ne me ferai plus avoir. Et dans ce sens-là, ça implique une femme qui, vous voyez, le romantisme, par exemple. Le romantisme, c'est des belles phrases. Et ces belles phrases-là, on peut les laisser dormir, on peut les laisser flotter, on peut se sentir bercé par ces phrases-là qui sont amusantes, agréables à entendre. Mais quand on est intraitable, on prend ces phrases-là et on dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi concrètement par rapport à ce que tu me promets là? Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme fait, on crève le ballon du romantisme pour le ramener au terre à terre en lui disant j'ai pas envie à quelque part que tu me racontes des histoires, j'ai envie que tu sois vrai avec moi. Alors vous voyez, c'est ça un peu que je sens comme le communicateur. Pour moi, c'est un peu la communication authentique du chakra sacré qui se retrouve là, vous voyez. Le communicateur authentique, c'est que moi j'ai envie d'être vrai avec moi, j'ai envie d'arrêter de me faire croire des choses parce que je pense qu'il y avait en vous une enfant qui avait le fantasme ou la fantaisie du prince charmant, on va dire ça comme ça. Et que là, il y a une femme qui se dit, ben là, le prince charmant, je le mets aux poubelles, puis je vais devenir lesbienne. Non. Excusez, c'était un peu facile. Mais ça, mais ça vous met en contact donc avec une puissance, avec la puissance de la femme qui se dit, ben là j'ai envie maintenant d'assumer la nature profonde de mon être. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous de ça. Eh bien, merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Oui, ok, je vous remercie. Alors, excusez-moi, parce qu'évidemment, des fois, je fais ça 3 jours de salon, donc on est un peu fatigué, donc on se laisse un peu trop aller des fois. Donc, je suis désolé si j'étais trop loin. Hein, ça va? Non, c'est bien. OK. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions sur... Oui, allez-y. Le micro, oui. Merci. Je voulais juste vous demander, parce que vous avez commencé tout à l'heure l'intervention par dire que du coup c'était une orgie, plus fort, c'était une orgie d'énergie, et là vous avez réussi du coup à vous concentrer sur une seule personne, et je me demandais comment vous faisiez pour justement, dans un sens comme dans l'autre,
vous concentrer sur une seule énergie. Mais je participais à l'orgie pendant que je l'ai fait quand même. Hein. Je vous dis tout de suite, mais... non, excusez-moi, vraiment. Non, mais je vous dirais que l'idée de se relier à une personne, à quelque part, c'est vraiment... avec la pratique, on arrive très facilement à le faire. Maintenant, je vous dirais que moi, je suis moins à l'aise à vous parler de qu'est-ce qui s'animerait ici, parce qu'il y aurait tellement de choses que ça deviendrait beaucoup plus complexe à décrire, parce qu'il y aurait plein de choses qui se feraient dans les dynamiques qui se font. Moi, j'avais fait ça dans une école de massothérapie. J'avais une personne qui était couchée dans un massage, puis il y avait une personne qui venait, et j'avais les yeux fermés. Et là, je leur parlais de l'échange qui s'effectue entre eux, avant même qu'ils se touchent. Et pendant le massage, etc., c'était très intéressant. Et c'était comme une forme de relation qui se faisait sans que... il y avait la relation massage physique et la relation plus subtile qui se faisait. Alors, certains qu'on peut le faire dans un contexte comme ça, mais là, évidemment, ça serait beaucoup plus complexe à décrire. Alors que 1 à 1, ben, c'est beaucoup plus facile. Mais tu voyais déjà le fait d'être 1 à 1, ben, cette personne-là, j'aurais pu dire, bon, on va aller voir les mémoires, son champ énergétique, on va aller voir ses mémoires, son histoire personnelle, on peut aller voir ses ancêtres, on peut voir les résonances avec les mémoires d'autres vies. Donc déjà, qu'une personne, on peut effectivement faire un très, très grand voyage. Donc avec une collectivité comme ici, on pourrait finalement donner une vision d'ensemble de la collectivité ou se focaliser sur une personne. Mais c'est certain que focuser avec une personne, c'est plus facile, voilà. Merci. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais juste savoir quel est le lien ou non que vous faisiez avec aussi le principe de l'énagramme, parce qu'on retrouve pas mal de choses du coup dans ce que vous avez pu dire par rapport aux 7 familles et puis aux 9 types de personnalités qu'il y a dans justement ce procédé aussi du coup des personnalités. Quels sont les liens ou pas que vous faites entre ces deux pratiques? En fait, l'énagramme, je le connais, mais j'ai pas jamais exploré la chose quand j'ai fait cette démarche-là. Je vous dirais qu'en fin de compte, là, je ne voulais pas exprimer en détail, mais c'est qu'il y en a 49. Il y a 49 dynamiques associées au chakra. Donc, 7 chakras, 7 états. Là, je vais présenter 2 états parmi les 7 états. C'était pour simplifier la conférence aussi. Mais bien sûr qu'il y a des correspondances. On pourrait parler de Jung également qui a fait des typologies. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait des typologies. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu finalement proposer un genre de système de représentation qui permettait à mes étudiants de plus facilement s'abandonner au processus intuitif. Et donc, il y a des projets comme des jeux de cartes. Il y a plein de choses qui vont venir avec cette grille que j'ai développée. Là, voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir par rapport à ces 7 énergies, ça veut dire qu'une personne se définit via ces 7 énergies, mais est-ce qu'elle se définit prioritairement par rapport à une énergie? Est-ce que c'est une énergie et puis les 6 autres qui sont... Non, ben en fait, vous voyez, vous pourriez avoir un chakra dominant, un hyperactif par exemple, un autre qui serait épuisé, un autre qui serait hypoactif, un autre qui serait désaligné. Vous voyez, il y a plein de correspondances. Donc les 7 chakras ont un état de toute façon inévitable. Et c'est ça qui fait que la complexité humaine prend forme. Selon le matériel psychique qui est à l'intérieur de chacun des chakras, selon l'état énergétique dans lequel on se trouve, il va y avoir donc une certaine personnalité qui va prendre forme en soi. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la complexité humaine, justement. Une dame ici qui est là. Bonjour, oui, merci pour cette conférence. Je voulais savoir en fait quel était le champ d'application avec les adolescents ou les enfants. Absolument. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants, puis ce qui est intéressant avec les enfants, quand on fait un travail de déprogrammation, entre autres, c'est qu'on observe que l'enfant est beaucoup plus réceptif que chez un adulte. Et ça, j'ai travaillé avec des mères qui arrivaient avec des enfants qui avaient entre 0 et 18 ans, on va dire ça comme ceci. Et quand ils étaient plus jeunes, entre 0 et 6 ans par exemple, on pouvait faire un travail par le biais de la mère sur l'enfant et on arrivait à constater que l'enfant avait vraiment des changements qui se faisaient qui étaient assez importants à l'intérieur de laps de temps assez court. Parce que ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est beaucoup moins identifié à sa programmation qu'un adulte. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de travailler avec un enfant pour déprogrammer sa mémoire que de travailler chez un adulte. Alors c'est ça un peu qui peut être... qui est l'application principale que moi j'avais observée dans ça. Puis, c'est certain que l'enfant, ben, quelque part, on le potentiel de changement qu'on peut avoir, l'impact qu'on peut avoir comme au niveau du potentiel de changement, lui faisant comprendre c'est l'inconscient qui anime son être, c'est énormément beaucoup plus important que chez un adulte.
l'adulte est beaucoup plus figé, en fait, d'une façon normale. Et quand on parle d'un enfant entre 0 et 6 ans, plus particulièrement, c'est là qu'on peut vraiment avoir des impacts intéressants. Moi, j'ai observé que les parents qui portaient leur enfant avaient déjà la programmation de l'enfant qu'ils portaient en eux. C'est-à-dire que avant même que l'enfant naissait, il y avait déjà une programmation qui était établie. Alors, vous voyez, donc ça veut dire finalement que lors de la procréation, j'avais été jusque-là, je ne dirais pas comment, mais concernant la procréation avec des couples, et on avait pu observer effectivement que déjà, même à ce moment-là, la résonance entre les parents et tout ça avait donc un impact aussi au niveau de l'incarnation de l'enfant. Donc, tout ce travail-là, puis c'est certain que les enjeux au niveau éducation, quelque part, je ne vous parle pas uniquement de ça, je vous parle du travail intuitif. Je pense que c'est un enjeu fort intéressant pour amener l'enfant à le renouer contact, autant que l'adulte, hein, avec la vie. La vie, quelque part, c'est quelque chose qu'on a vraiment, vraiment négligé jusqu'à maintenant parce qu'on a reconnu, on a pensé qu'on était plus grand que l'univers, finalement. L'être humain, d'une façon globale, je m'inclus là-dedans. Et on a longtemps cru qu'on était mieux. Et là, je pense qu'effectivement, le travail de l'éveil qu'on veut faire en tant qu'humanité, c'est certainement relié à cette prise de conscience qu'on ait les moyens pour se relier à ce grand tout-là et de faire plus en sorte d'être en harmonie avec lui. C'est certainement ça l'avenir qui nous reste à parcourir maintenant. Ça va? Il y a une dame là, ouais. Bonsoir. Je m'interrogeais à savoir si on est finalement défini par une famille d'âme, enfin s'identifier une famille d'âme. Est-ce que c'est quelque chose qui reste de vie en vie? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue en fonction de notre évolution spirituelle, justement, ou comment ça fonctionne? Ma définition de la famille d'âme, comme vous l'appelez, pour moi, je ne crois pas à quelque part dans mon observation, parce que moi, je me suis fié beaucoup sur l'observation de ce que je fais. Et ce que j'ai constaté, c'est que un être humain résonne. En fin de compte, nous, on est une conséquence de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que quelque chose d'étroit, comme dire mon âme. Vous voyez, mon âme, à quelque part, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'on est en résonance en tant qu'être humain avec un ensemble d'informations. Par exemple, moi, si j'ai de la colère sur laquelle j'ai à travailler, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner avec la colère que j'ai avec les gens autour de moi. Je vais raisonner avec mes ancêtres et je vais raisonner avec des mémoires d'autres vies. Donc, tout ce travail-là, quelque part, va consister justement à renouer contact avec ma puissance, qui est cette colère-là que j'aimais, de faire la paix avec elle pour pouvoir l'intégrer en moi. Et en faisant ça, bien évidemment, je me libère de toutes ces résonances qui existent. Et je pense que c'est ça quelque part sur lequel il faut beaucoup plus investir, parce que quand on parle d'une façon trop figée, parce que c'est un peu figé, vous voyez, pour moi, la physique quantique, elle m'a bien évidence quelque chose que j'aime beaucoup, moi, parce que je me sens très à l'aise avec ça, c'est que tout est en mouvement. Et que si tout est en mouvement, il n'y a rien de figé. Donc, l'espace-temps, on doit oublier cette notion. Passé, présent, futur, ça fait partie vraiment d'un monde archaïque, je dirais, une vision archaïque des choses, et que quand on rentre dans le monde subtil, on se rend bien compte que le passé, présent, futur fait partie d'une réalité quelque part qui est omniprésente en nous, c'est-à-dire qu'on porte le passé, on porte le présent, on porte le futur, et que le travail consiste justement à épurer le passé pour donner au présent la chance d'exister, pour que le futur soit plus en harmonie avec soi. C'est ça un peu qu'on va chercher à faire dans la pratique. Je ne sais pas si je réponds à votre question, ça va? Non, mais c'est pas grave. Je m'en doutais. Ça m'arrive souvent. Je suis un peu comme un politicien. Il n'y a pas de souci. Oui, bonsoir, merci pour votre humour. Non, moi je me demande comment on peut faire pour trouver qui on est, parce que finalement c'est ça qui est très intéressant. Quelle mission m'a été attribuée à travers toutes les familles que vous décrivez? Est-ce qu'on peut le faire tout seul? La question c'est, est-ce qu'on peut trouver qui on est tout seul par intuition, ou est-ce qu'on a absolument besoin de l'aide de quelqu'un? Ben, je vous dirais que c'est une question qui est très personnelle. En fin de compte, je dirais que chaque personne ici ont sans doute une plus ou moins grande habilité à le faire par eux-mêmes. Maintenant, bon, l'avantage du travail intuitif, c'est que on est capable de voir les blessures. Et les blessures, finalement, c'est qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de figé et recroquevillé sur soi. Quand on fait de la déprogrammation, on permet à ce qui est figé à se défiger. Et parce qu'on lui permet de se défiger,
on voit le potentiel de la personne, on voit qui elle est véritablement. Et il y a des chances qu'à ce moment-là, le fait qu'on l'épanouisse, ben, nous permet de pouvoir lui donner de l'information sur ce qu'est sa mission de vie. Parce que la mission de vie, c'est pas quelque chose de recroquevillé, c'est quand on est capable de donner à la conscience de l'individu l'opportunité de vraiment montrer son véritable épanouissement. Et c'est là qu'on va être capable de le faire. Donc, dans une consultation, normalement, on est capable d'arriver à donner une image de ça, normalement. Mais encore là, c'est jamais 100% sûr, vous voyez? Et ça dépend toujours d'où est-ce qu'on en est, ça dépend des couches, ça dépend des souffrances, ça dépend de plein de choses. Mais en général, on est capable de le faire aussi par soi-même. Quand je vous parlais de la typologie, je viens de vous ai présenté, peut-être que vous avez reconnu en vous un éveil. Ah, ça me plaît, ça me plaît, le bâtiment me plaît. Ou vous voyez, vous avez peut-être ressenti des choses dans la description qu'on faisait, qui vous ont peut-être déjà orienté dans une orientation de plaisir, de mission que vous auriez envie de parcourir ou d'atteindre. Ça va? Alors bonjour et merci pour votre intervention. J'aurais voulu savoir, vous parliez de mémoire cellulaire et donc le travail sur soi, tout ça. Mais quand on n'a pas la possibilité, par exemple, de connaître ses ancêtres, ses racines, avec vos outils, que pouvez-vous proposer en fait comme intervention? Ben, en fin de compte, pour le moment, j'offre des enseignements. Donc, les enseignements, il y a les consultations et les enseignements. Donc, dans les enseignements, en fin de compte, on comprend quelque part que la possibilité de voyager en soi est accessible. Avec de l'entraînement, on est capable de dire, ben, tiens, je vais aller voir ma mémoire de l'âge de 5 ans. Je vais aller voir mon arrière-grand-père. Je vais aller voir la mémoire d'autres vies avec lesquelles je résonne. Vous voyez, c'est-à-dire que le voyage me permet de devenir habilité à voyager là où est-ce que j'ai besoin d'aller pour aller chercher de l'information. Et le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins vont me permettre de comprendre la raison d'être de la mémoire avec laquelle je communique. La déprogrammation va me permettre de la libérer, de la dégager et voir le potentiel évolutif. Et le travail énergétique va me permettre de m'harmoniser à cette énergie-là. Donc, c'est à travers ce processus-là qu'on arrive à se dégager et se libérer des programmations qui sont en soi. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pas vraiment, c'est plutôt dans le cas, par exemple, simplement d'adoption. La personne n'a pas la possibilité de connaître ses origines, d'où elle vient, même peut-être d'un autre pays, justement. Et elle aura beau appliquer les techniques, différentes techniques de travail personnel, si elle n'a pas cette possibilité-là, est-ce que vous pouvez, justement, dans votre approche, lui apporter des clés supplémentaires? Possiblement, mais je reviens avec ce que vous me dites, parce que je me dis qu'un voyage qu'on fait en soi peut très bien nous amener à aller chercher des informations supplémentaires sur l'acte de procréation, sur notre naissance, sur la relation qu'on a avec notre mère pendant qu'on est né, vous voyez? Alors là, ça nous ramène vraiment à l'origine de nos parents. Alors, il y a des jeux, et ce que vous dites finalement, c'est beaucoup lié au rationnel, c'est-à-dire, vous avez raison, d'une façon raisonnable, intellectuellement parlant, vous avez totalement raison, mais d'un point de vue intuitif, il y a des protocoles qui nous permettent d'accéder à des informations. C'est là que ça devient intéressant. Il faut se rappeler que l'intuition, c'est créatif. Alors, la façon que moi j'ai proposé les enseignements, c'était justement de toucher plein d'applications intuitives qu'on n'est pas habitué de faire parce que justement, on a l'impression que l'intuition peut faire telle chose, peut nous aider à telle chose, mais il y a plein d'applications. Et dans ce cas-là, il faut justement trouver la bonne application pour être capable d'aller chercher le maximum d'informations sur le thème que vous visez. Et moi, bien évidemment, c'est mon rôle aussi de pouvoir vous aider en ce sens-là, mais juste dans le cadre d'un enseignement personnel, vous apprendrez à le faire sur vous-même, vous seriez aussi capable de le faire. C'est juste une question de protocole. Et c'est là qu'on comprend que le processus intuitif est très créatif et plein de possibilités. Mais que nous, en tant qu'être humain rationnel, on va énormément limiter le processus intuitif parce qu'on est habitué justement à vivre dans l'espace-temps terrestre qui, lui, nous limite beaucoup dans cette vision intuitive. Ça va? Oui. Donc, ouais. Donc, moi, je suis au stand 22. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, je ne vous présenterai peut-être pas les livres tout de suite, mais si vous allez au stand 22, vous allez voir, j'ai des livres que j'ai à vendre sur la démarche, des grilles également qui vous présentent les 7 familles dont je vous ai parlé tantôt, qui sont disponibles aussi, et d'autres choses, de la documentation évidemment aussi que vous pouvez venir chercher au stand 22. Alors, j'espère que vous avez apprécié la conférence. Ça m'a fait plaisir d'y être avec vous, de passer ce moment-là avec vous, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci.